Takes the snap, back to throw, steps up, fires it to the end zone. It's caught at the 1-yard line. Giants stand him up. He's not in, and the game's going to run out. The Giants stopped him at the 1-yard line. Holy cow! Christian Kirk made the catch at the 1, and then the Giants rallied to the ball, and the ball game is over. Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 66. 6 comme le nombre de victoires des Giants. Les Giants sont à 6 victoires, 1 défaite. Nous avons battu cette semaine les Jaguars 23-17 dans un match encore qui s'est fini dans les dernières secondes. J'en pouvais plus. Comment ça va, Thiergo ? Eh ben écoute, en ce moment je dors super bien le dimanche soir. Là je sais pas, c'est peut-être l'excitation des matchs qui du coup fait que je suis complètement crevé et je m'effondre dans mon lit heureux. Mais j'attaque ma semaine de bien meilleure humeur cette année. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Par contre, ce match-là, j'ai eu du mal à être serein à la fin du match. Il a fallu un petit temps de décompression quand même, parce que ça a été stressant jusqu'à la dernière seconde, avec un plaquage de Moreau bien aidé par les autres joueurs de la défense qui sont venus l'aider à 1 yard de la ligne, alors qu'on aurait dû vivre une fin de match tranquille. Alors là on est sur ce podcast là, ça va être compliqué, on va faire au mieux, mais on est tous dans le rush, donc on va faire au mieux, mais globalement le match on mène à la mi-temps et les Jaguars marquent en début de deuxième mi-temps et ensuite on court après le score et on arrive comme depuis le début de la saison en quatrième quart-temps à prendre le large et en fait on récupère la balle, on est tranquille, il reste pas beaucoup de temps à jouer et tout ce qu'on a à faire c'est d'avoir 1 ou 2 first down et de sortir en touche. Exactement la même configuration que la semaine dernière. C'était soit on leur rend la balle et puis on leur laisse un peu trop de temps et on s'expose un petit peu, soit on essaye d'avoir le chrono au maximum et de faire égrener ce chronomètre. Et le problème qu'on a, c'est que, eh bien, on en a parlé un petit peu par texto, Thiergo, que Saquon Barkley n'est pas sorti en touche et 3 fois de suite, il obtient des first down et à chaque fois, il sort du terrain, ce qui fait que ça arrête le chrono et donc le chrono ne s'écoule pas et la dernière on croit qu'il est sorti et en fait il met le pied en touche et finalement au lieu de laisser les Jaguars avec le ballon à 100 temps mort et avec 20 secondes à jouer pour essayer d'aller marquer un touchdown, puisqu'on était à ce moment-là à 6 points d'avance, donc ils n'ont pas le choix que de marquer un touchdown, et bien on leur donne avec 1 minute et 4 secondes ou 5 secondes à jouer, et c'était la catastrophe. Cette dernière minute, elle a été horrible. Je sais pas comment tu l'as vécu, moi, mais j'en pouvais plus. Elle a été longue. Alors, tu vois, je serais pas aussi sévère que toi sur Saquon Barkley et ses runs où il sortait au début, parce que on était dans le 4-minute drill, hein, donc il y a le 2-minute drill qui sont les 2 dernières minutes, et le 4 minutes, c'est, comme vous avez compris, les 4 dernières minutes. Donc, il remontait le terrain, l'idée c'était de nous mettre quand même à distance de field goal, et en effet, là où je te rejoins, c'est cette fameuse dernière course de quelques yards où il glisse plutôt que de se mettre à genoux pour... Oui. Et alors, il y avait les commentateurs qui disaient oui, mais en fait, c'est quand même le signe qui s'est rendu, donc oui. Que c'était la fin du play. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prendre en compte le moment où il a commencé à glisser ? Bon, bref, les arbitres ont dit de toute manière... Non, on prend le moment où on tient compte du fait que son pied a touché la touche, et donc au lieu d'avoir le chrono à 25 secondes pour le dernier kick de Graham Gano, on l'a eu à une 0,4. Et ça change tout, ça change tout, surtout que Trevor Lawrence et le reste de l'attaque des Jaguars jouaient vachement bien. On a une défense qui a quand même énormément peiné. Alors on n'était pas non plus aidé par un arbitrage qui était aléatoire pour les deux côtés, hein, parce qu'il y a eu aussi des moments où en fait il y avait des fautes des côté Giants qui n'étaient pas forcément sifflées, donc l'arbitrage était dégueulasse pour tout le monde, mais je pense que notamment dans cette dernière minute, à un moment on a eu une interception de Fabian Moreau sur une passe dégueulasse de Trevor Lawrence. Ah ça y est, c'est fini, et en fait il y avait je crois une pénalité hands to the face sur Belton qui était absolument inexistante. Non mais ouais. il lui met effectivement sa main se pose très légèrement sur sa visière, mais c'est rien du tout. Enfin, franchement, c'est parce que moi je suis content que tu parles de l'arbitrage, parce que cet arbitrage dans ce dernier, en fait, c'est ce qui leur permet de rester en vie, les Jaguars, sur ce dernier drive. Il y a cette interception avec la hands to the face qui est n'importe quoi, où il lui met à peine la main sur le visage, alors que au début du match, on a Bellinger qui se fait trouver Bellinger qui se prend un doigt dans l'œil et il se fait limite crever l'œil.
Et là, il n'y a rien du tout. Ouais, Aucun c'est problème. T'as le droit de faire ça, c'est pas un problème. C'est face mask. Enfin, il doit y avoir une faute là-dessus, c'est pas possible autrement. Il y a un moment où on fait un roughing de passeur. T'as Dexter Lawrence qui attrape un tout petit peu le maillot du QB, ça y est, roughing de passeur. Sur le dernier drive, pareil, je sais plus, c'est Dexter Lawrence ou le Williams qui fait un autre roughing de passeur, mais il est complètement dans l'élan. Il a à peine lancé le ballon depuis un dixième de seconde, qui se prend quelqu'un dans le paletot. Bon, bah c'est dans l'élan. Là, pour le coup, il n'y a pas eu du tout de moment où il avait le temps de s'arrêter, le défenseur. Il y a Daniel Jones qui se rend complètement en mettant le genou au sol, le défenseur arrive et l'atomise, il n'y a pas du tout faute. Il y a une passe sur Darius Slayton où là pour le coup le défenseur lui met la main sur le casque et là c'est clairement visible, il n'y a pas du tout faute. Je suis désolé, mais ok, il y a eu dans les deux sens, mais on a vraiment été beaucoup plus pénalisés sur ce match-là, avec des arbitres qui ont vraiment été nuls à chier, quoi. Ouais, non, mais alors, t'as tout à fait raison, hein, sur le dernier drive des Jaguars, ils ont leur chance jusqu'à la dernière seconde, parce que les arbitres font des choix, enfin font des calls absolument injustifiés. Ça rendait le match particulièrement stressant. Plus que ça, ouais, tu m'étonnes. Tout le monde m'a écrit à la fin du match, j'en peux plus, je vais crever, machin, il faut un défibrillateur. Bah oui, ça. Mais en plus, tu vois, le truc c'est que quand il y a eu cette dernière passe de Trevor Lawrence, donc il faut bien que les gens se rendent compte, on est à 23-17, Trevor Lawrence est dans la red zone avec son attaque, et il fait une passe à Christian Kirk qui est arrêté sur la ligne des 1 yard, et en fait moi je ne regardais pas le chrono et je me disais oh putain ils sont sur la ligne des 1 yard, ils vont marquer, et puis là ils disent non ça y est c'est fini et tout, je fais là t'as tout. En fait tu sais pourquoi ça s'est fini vite, parce que s'il se fait plaquer direct, s'il tombe au sol, s'il met un genou au sol, il leur reste 2 secondes, une dernière action sur les 1 yard. Sauf qu'en fait Moreau il le plus ou moins plaque, mais il le laisse debout, et les autres défenseurs, je sais plus, t'as Collins, t'as McKinney qui arrive et Love, et ils le repoussent, ils le font reculer, mais il met pas le genou au sol, et donc là ça fait 2-1-0, terminé, le match s'arrête là, et bon, c'est beau que ça se joue à une action comme ça, mais je pense que notre coach Daboll aurait aimé que ça se finisse avant, puisque ouais, mais le chrono aurait tourné de toute manière en fait, parce que tu vois il restait 7 secondes au début de l'action. Oui t'as raison, pardon. Oui, parce qu'en fait tu vois s'il avait mis le genou à terre, il y aurait eu peut-être à la limite 3 ou 4 secondes, le temps qu'il s'aligne et tout, c'était fini. Ah non, même pas, il faut au moins 10 secondes le temps que tout le monde s'aligne, c'est plus que ça. Dans tous les cas c'était mort, tu vois. Mais c'était ultra chaud, et c'est encore une victoire qui est un retour en arrière. Enfin on est encore à la traîne à la fin du troisième quart-temps, enfin début du quatrième quart-temps, avec un Daniel Jones qui porte l'équipe sur ses épaules. Jones et Barkley, les deux. Ouais, alors Barkley il a mis un peu de temps à se mettre en route, et il l'a reconnu lui-même, il a dit ouais début du match j'étais pas trop dans le truc, alors que pourtant ma ligne offensive a fait du super boulot, alors qu'on a perdu 2 joueurs de la ligne offensive, hein. On a perdu Evan Neal et Brad Bredeson. Putain, tu vas pas Brad, encore Ben Bredeson. On va faire une leçon après. Putain, je vais m'acheter son maillot, ça va régler le truc. Et attends, oublie pas aussi que Bellinger il bloque aussi, donc c'est ouais, et Bellinger bloque aussi, et ouais, donc Barkley il a mis un peu de temps à se mettre dans le truc, mais c'est clair que dans le dernier quart-temps il fait des trucs de fou, et puis Daniel Jones 200 yards, 202 yards à la passe et plus de 100 yards à la course, quoi. Le mec il fait 300 yards à lui tout seul, c'est incroyable. 107 yards à la course, 202 yards à la passe, 1 touchdown, 0 interception, et il met un touchdown à la course aussi. Ouais. Et Saquon Barkley, 24 courses pour 110 yards avec une moyenne de 4,6, sachant que dans le premier quart-temps, il est à moins 1 yard, je crois, à la course. Donc ça a mal commencé. La défense des Jaguars était reconnue pour être très bonne contre la course. Et d'ailleurs, en fait, après ce match, je me suis dit, tu sais, on s'était un peu offusqué, enfin offusqué n'est pas vraiment le mot, mais on avait remarqué qu'on était déjà underdog de 3 points sur les sites de Paris, alors même qu'on avait un meilleur bilan que les Jaguars. Mais en les ayant vus jouer, je me suis dit, ouais, je comprends un peu, parce que ces Jaguars, ils sont loin d'être mauvais quand même. Non, ils sont loin d'être mauvais. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Matt Breida, intéressant aussi. Ouais, qui nous a fait est toujours là pour faire les petites courses qui vont bien. Un bon petit juke move et des blocs. Il a fait un très bon bloc sur une course de Jones. Un joueur très complet. Non, il fait du bien. Running back 2, c'est vraiment une très bonne signature, ce gars-là. Mais en tout cas, voilà, Daniel Jones qui de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train de réviser leur jugement sur lui, et c'est vrai qu'il est.
Il est posé, il y a une passe pourrie qui est interceptée, mais qui revient, puisqu'il y a un... Je sais pas ce qu'il fait sur cette passe-là, il voit pas le linebacker qui... Alors qui est là là, pour le qui est coup, caché. là pour le coup, on est sauvé par un roughing de passeur qui était Ouais. qui était Là, juste là, il parce y a qu'en fait vraiment faute. Hein, il se prend un coup de casque. Ouais. Mais tu vois, si ce roughing de passeur n'avait pas été flagué, je pense qu'on aurait Ah oui. pété un câble. Là, on aurait été comme des oufs, là. Mais là pour le coup, en effet, la passe, elle est complètement dégueulasse. Et on peut pas dire ouais c'est parce qu'il y a eu un roughing. Non, il avait déjà envoyé le ballon, c'est lui qui a pris la décision. Là il a été sauvé par la faute des Jaguars. Après, ça arrive à tous les QB, hein, Ouais. des passes dégueulasses de temps en temps, il n'y a pas de... Non mais en ce moment les grosses erreurs de Daniel Jones sur cette saison, je pense qu'elles se comptent sur le doigt d'une main. Ouais, je suis Il y d'accord. en a. Là où tu te rappelles, l'année dernière, où il y a 2 ans, à chaque fois c'était interception dans la red zone, le fumble au mauvais moment, machin. Là, pour l'instant, franchement, ça se passe bien. Et cette O-line qui, malgré toutes les pertes qu'il y a eu, a quand même tenu. Et il est saqué combien de fois? Un sac pour 2 yards. Ouais. Franchement, c'est plutôt très positif. Quoi. Ouais. Ty Je trouve que Phillips, la O-line arrive à faire voilà, un beau... on avait Tyler Phillips en right tackle parce que Evan Je Neal. sais même pas qui c'est. Bah moi non plus, je le connaissais pas et il s'est bien débrouillé. Et en fait, Evan Neal s'est fait une blessure au genou. Alors MCL, alors j'ai vu sur Twitter, c'est MCL niveau 2. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment il pourra revenir d'ici quelques semaines. Faut voir ce que ça donne. Et puis Bredesen, c'est à peu près la même chose, je crois. Et Zoudou l'a remplacé. Ils n'étaient pas exceptionnels. On a senti en effet qu'ils avaient un peu plus de mal à bloquer contre la course, mais comme on l'a dit, ils étaient face à une défense qui était très très bonne contre la course. Zoudou, c'est pas si mal finalement qu'il puisse jouer un peu en fait. Oui, non. C'est juste que derrière, ça commence à être léger niveau remplaçant. Quoi. Ouais, c'est clair qu'il faut pas qu'on ait plus de blessures. 3 grosses blessures. Je suis quand même vachement inquiet pour Bellinger, qui a été un de nos meilleurs joueurs offensifs jusqu'à présent. Je sais pas si t'as vu la photo sur Twitter où en fait il y a du sang sur son maillot. Bah, et tout. ouais, alors j'espère qu'il a pas l'œil crevé ou quelque chose comme ça. Parce que t'imagines, le mec il a un œil crevé. Non mais apparemment sa vision est à peu près ok. Il a pas l'œil crevé puisque il y en a qui disaient que sa vision était à peu près ok. Il doit se faire peut-être opérer, il doit peut-être avoir un truc. Mais tu te crèves pas l'œil comme ça non plus. Après bon. Non, je sais pas. Mais violent, bon, enfin maintenant il va porter une visière. Hein. C'est clair que le mec va porter une visière, ça y a aucun doute. Peut-être même des lunettes si jamais il a perdu un peu de vision. Il faudrait voir. On va checker peut-être pendant le podcast si jamais il y a des news. Mais il a été emmené à l'hôpital juste derrière, donc voilà, pas évident. Il n'y a pas trop de news sur ça. Je regarderai pas pour le moment, mais je pense qu'on l'aura bientôt. Mais c'est vrai que Dans du semaine, coup, on va se passer vite pour un moment. On a Wan'Dale Robinson qui nous a fait un bon match. Ouais, j'ai trouvé vachement bon et vachement remuant. Il fait 6 réceptions, 50 yards. 6 réceptions sur 8 targets et des réceptions pas forcément toutes simples, donc je l'ai bien aimé. Et un jet sweep par aussi. contre, en deuxième mi-temps, on l'a pas trop vu. Oui, c'est clair qu'en deuxième mi-temps, il était un peu plus absent. Il nous a fait un beau jet sweep sur un first down. Enfin, c'est vraiment un joueur que tu peux utiliser de différentes manières. Enfin, et il est marrant à regarder. Enfin, voilà. Oui. Darius Slayton, je trouve, a fait un match un peu moyen. Son TD est magnifique. Il a fait 3 réceptions sur 6 targets pour 58 yards. J'aime beaucoup son touchdown. Et puis tu avais signé sur Twitter qu'il avait failli dropper. Heureusement, il ne drop pas. Mais la passe de Jones était très bien placée et lui s'était bien démarqué. Donc là, c'est plutôt un bilan moyen pour Darius Slayton. Après, côté receveur, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, j'ai un truc à dire sur les receveurs quand même. Bah, Marcus Johnson qui... alors, c'est marrant parce que Marcus Johnson, qui donc vient du practice squad, Jones lui a envoyé 3 fois le ballon et il a 2 drops. Il y a une passe qui est considérée comme n'étant pas attrapable, mais il a surtout droppé une passe sur un 4ème et 2. Et tu vois Jones qui est vénère et qui apparemment a dit catch the ball en mode mais attrape le ballon putain. Et Jones, l'un des premiers trucs qu'il a dit en conférence de presse, il dit ouais, j'ai un peu perdu mon sang-froid et je suis un peu déçu parce que j'aurais pas dû faire ça. Je sais qu'il fait de son mieux, etc. Et alors que tu vois, on n'aurait jamais vu ça avec Eli Manning. Eli Manning, il était vraiment très très bon pour tout garder en lui et on lui reprochait parfois d'avoir un manque d'émotion. Mais moi, j'ai pas forcément vu ça comme une chose négative de Jones qui généralement dit pas un mot plus haut que l'autre, mais qui parfois peut montrer aussi qu'il a des émotions et qu'il en veut plus. Ouais, mais alors là, je comprends complètement qu'il soit énervé, puisque... Est-ce que tu as les stats des drops sous les yeux? Parce que tu disais qu'il y avait 2 drops sur 3. Ils te mettent les drops sur le site sur lequel tu es ou pas non, sur PFR. Alors, les drops, je les ai vus sur Big Blue View, mais sur PFR, ça me le dit pas. Parce que tu as Tanner Hudson qui fait un drop, tu as Darius Slayton qui fait un drop aussi.
Richie James qui fait un drop, ça a été très vénère. Je pense qu'il y a au moins 6-7 drops dans ce match-là. Et tu regardes Daniel Jones, il a 19 sur 30. Si tu lui rajoutes ses passes qui sont pas droppées, il est à 24 ou 25 sur 30. Donc ça change ses stats. Hein. Ses stats sont pas représentatifs de vraiment ce qu'il a fait. Je pense que si nos receveurs droppent pas, déjà on est sur la 4ème et 2, c'est touchdown, donc ça change beaucoup le match. On est beaucoup plus serein s'il n'y a pas ces drops là. Donc là, à 6-1, je pense qu'on va pouvoir commencer à se dire qu'il y a moyen d'accrocher les playoffs peut-être cette année. C'est assez ouf, mais ça paraît possible. Avec tous les blessés qu'on a, bon, c'est un peu chaud, mais ça paraît possible quand même. Est-ce que ça vaudrait pas le coup, et j'ai vu plusieurs personnes qui disaient ça sur Twitter, d'aller chercher un receveur d'une manière ou d'une autre? Je dis pas qu'il faut aller chercher un receveur où tu te crames sur 4 ans de salary cap, mais un mec un peu correct qu'on pourrait aller échanger peut-être contre un, je sais pas, 3ème, 4ème tour où tu sais que tu peux l'avoir pour plusieurs années. Mais je pense qu'on est capable avec le staff qu'on a actuellement d'aller choper un bon joueur. On l'a vu, on a plein de joueurs qui sont super intéressants, des vétérans qu'on a été récupérés qui sont vraiment très bons. Un mec qui a les mains sûres, pas forcément le meilleur receveur de la NFL, mais qui va t'assurer des catchs, quoi. Parce que là, c'est vraiment catastrophique ce qu'on a au niveau receveur. Ouais, c'est catastrophique. Et puis, faut strictement rien attendre de Kadarius Toney et Kenny Golladay. Hein. Alors, Golladay, c'est sûr. Toney, j'ai toujours un maigre espoir qu'un jour ils remettent les pieds sur un terrain et qu'ils fassent quelque chose. On verra. Rien. Écoute, ce sera positif. J'en sais rien. Ah ouais, je sais non, pas. mais en fait, je sais pas. Non, oui, non, je sais. C'est pas à l'abri qu'il revienne et qu'il arrive à faire quelques trucs. Oui, bien sûr, mais bon. Effectivement, là, on a perdu confiance. De toute façon, là, il a rien prouvé à personne. Il faut s'il veut jouer un jour en NFL, c'est à lui de faire ce qu'il faut. Bah, apparemment, il est en train de produire un 3ème album. Bah, c'est bien. Donc ça a l'air de bien l'occuper. Donc je pense que mais ça lui, pas de yard, ça. Non, mais lui, voilà, mais c'est ce que je dis. Il en a rien à foutre. C'est parce que, je veux dire, quand tu vois qu'un Sterling Shepard dont la saison est terminée est sur la touche en train de dire ouais putain lui il est aux abonnés absents, rien à branler de cette équipe. Donc non, il n'y a pas grand chose à attendre de lui. Je suis en train de regarder les free agents qu'il y a sur Spotrac. Je crois que tu allais me dire les albums sortis par Kadarius Toney. Non, mais non, ça c'est 2023, donc ça parle pas. Ah non, mais même pas un free agent, mec, hein, je pense aller chercher un mec dans une équipe. Oui, mais alors je sais pas, t'as des gars comme les Panthers qui sont c'est la brocante chez eux. Alors, ouais, mais je sais pas qui en fait. Non, moi non plus, je connais pas leur effectif, mais bon, je veux dire, il y a quand même moyen d'aller trouver dans des équipes qui déjà jouent plus rien, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ouais. Non, mais bon, attends. En tout cas, quand je vois les catchs qu'il nous faisait hier à Jacksonville, ça donne envie d'avoir quelques receveurs intéressants quand même. Bah, il y a Will Fuller, 27 ans, qui est encore disponible. Mais après, c'est pas chez nous déjà, lui ? Non. Ah non, Will Fuller. Non, mais après, c'est que des mecs qui sont ultra vieux, genre Hilton, tu sais, qui était au Colts, 32 ans. T.Y. Hilton. Ouais, Cole Beasley, 32 ans, Emmanuel Sanders, 34 mais ans. Beasley, il veut plus jouer, je crois. Ouais, Deshaun Jackson, jamais de la vie. Ça sert à rien. Oh non, alors là, je veux même pas en entendre parler. Et il y en a beaucoup qui parlent, qui disent ouais, il faut qu'on prenne Odell Beckham et tout. Ah oui, j'allais dire, il y en a un, on n'a pas parlé, c'est Odell Beckham. Ouais, bon, on sait même pas s'il est remis de sa blessure. Non, mais je pense que surtout que lui, il a pas envie d'aller dans une équipe. Enfin, j'allais dire une équipe qui gagne. Là, pour le coup, il serait bienvenu, mais moi, je repense toujours à son match contre les Packers, complètement foiré après la photo, après le bateau, là, tu sais, le boat trip, là. Et ça m'avait vénère, ce match-là. Il fait au moins 2 ou 3 drops sur ce match. Enfin, bref. Bon, écoute, je ne sais pas. En tout cas, tu parlais du manque d'implication de Kadarius Toney. Rappelle-toi, pendant la draft, il y a un truc qui revenait souvent. On parlait du manque d'implication d'un certain joueur, d'un certain Thibodeau, qui ne courait pas, qui, quand il n'était pas sur l'action, il faisait pas d'efforts, machin. Eh bien, transition sur la défense. Je sais pas si tu as vu ce jeu, mais là où tu as Travis Etienne, premier jeu de la deuxième mi-temps, il lui met une course de 60 yards. Qui va le plaquer et qui traverse tout le terrain pour aller l'attraper ? Eh bien, c'est Kevin Thibodeau. C'est Thibodeau. Et il l'avait déjà fait un peu plus tôt sur une course un peu plus courte. Alors, je sais pas si c'était Travis Etienne ou un autre, mais en gros, il remonte le terrain de 15 yards pour aller plaquer. Je pense que ça devait être Travis Etienne. Je sais pas, mais il est partout, ce mec. Il a pas fait de sac là sur ce match, mais il a encore été très important. Et surtout, peut-être qu'il ferait quelques sacs si on sifflait un peu ses holdings. Oui. Donc on arrêtait de le holder comme un gros sac. Parce que là, franchement, un gros sac SAC. Parce que c'est vraiment abusé. Ouais. Mec, il y a des photos. Il faudrait que je fasse un petit folklore et que je fasse des imprimes écran. Mais il y en a, c'est abusé. Le mec, c'est coup de la corde à linge façon catch, quoi. Arrêtez de l'attraper comme ça, quoi. C'est juste ouf que les arbitres voient pas, quoi. Non, c'est clair. C'est sûr que là,
les tackles des Jaguars ont bénéficié d'une énorme complaisance de la part des arbitres sur les holdings. C'est Et, bien dit. Le mot est parfait. Complaisance. Merci. Tu vois, j'essaie de faire preuve d'un peu d'éloquence dans le cadre de ce podcast. C'est pas tout le temps facile. Putain, Mais c'est toi qui as les mots avec le plus de syllabes sur ce podcast. attends, je vais te placer anti-constitutionnalité un jour. Et là, ça... Ouais, mais t'as dit éloquence aussi juste après. C'est vas-y, continue. 3 syllabes à chaque mot. C'est... Non, mais t'as tout à fait raison. C'est... Voilà. Mais enfin. C'est marrant parce que je repense justement à ce fan des Giants qui avait posé cette question à Londres à Karl Banks en disant il se débrouille pas bien parce qu'il fait pas de sac, mais en fait sur tout son début de saison, Thibodeau, on voit la progression, il s'approche de plus en plus et il a de l'énergie, il est content d'être là, il est à fond. Enfin, vraiment ravi de ce choix de draft. J'espère qu'on va en voir encore plus et qu'il y aura encore plus de sacs parce que putain, ça fait plaisir. Après, on a. Ouais, vas-y. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'il lead en pression mise sur le quarterback tous les rookies. Et pareil pour le pourcentage de victoire face à son, je sais pas comment traduire exactement, mais face à son adversaire direct de O-line. Donc voilà, dans les stats indirectes, on va dire, qui sont autres que les sacs, mais qui vont quand même perturber la O-line adverse et le quarterback. Il est dans le top de ce draft, et heureusement, puisqu'on l'a quand même chopé avec un 6e tour, donc 4e tour, pardon. J'inverse à chaque fois. Non, donc, 4e choix. Il est à la hauteur de ce qu'on attendait de lui en tout cas. Pas 4e tour, 4e choix de... 4e choix, pardon. Et il est à la hauteur, même si le nombre de sacs n'est pas là. Ouais. Peut-être que si un jour les tackles arrêtent de le holder comme ça, il arrivera à faire quelques sacs. Oui, non, ça viendra. Hein. Je m'en fais pas trop pour lui. Donc bon, voilà. Cette défense qui quand même... je pense fait un de ses plus mauvais matchs et dans la continuité un peu de ce qu'on a vu contre les Ravens, qui a été vraiment très fébrile. Alors ce qui est assez fou, c'est que comme contre les Ravens, elle encaisse peu de points, mais on la sent dominer tout le match quand même. Et en fait c'est les quelques actions d'éclat, notamment le fumble en première mi-temps, qui font qu'on n'encaisse pas de points et qu'on arrive à tenir. Et il y a eu aussi une très bonne défense en 3e et 1 et 4e et 1 qui a changé la donne. Mais voilà, on encaisse beaucoup de yards quand même. Oui, 452 yards pour être tout à fait exact. Hein. Donc ça pique pas mal parce que tu as 310 yards à la passe. Hein, et donc de la part de Trevor Lawrence, que c'est la première fois que je le regardais vraiment jouer, qui est impressionnant ce garçon. Et 114 yards pour Etienne, comme disent les Américains. Etienne, c'est Etienne, qui est excellent. Mais justement, tu parlais du fumble, on n'en a pas parlé dans notre recap, mais ce fumble, c'est complètement fou. Etienne, en gros, il a un boulevard devant lui, il n'y a plus personne qui l'empêche d'avoir le TD, et puis c'est McKinney qui, tape dans le ballon, fumble, et c'est récupéré par Julian Love. Putain, ça nous a sauvé le match. Hein. Ça nous sauve le match, c'est vrai. C'est le genre d'action d'éclat, et en fait, si t'encaisses 10 milliards, mais que tu arrives à sortir ce genre d'action, ça peut te sauver, et c'est exactement ce qui se passe. Pas d'interception sur ce match, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, il aurait dû en avoir une en toute fin de match qui devait... juste, je repense à ce drive-là, mais 10 fois j'ai sauté en mode « Ouais, c'est fini, ah non, c'est pas fini, ouais, c'est fini, ah non, c'est pas fini ». Bref, cette interception annulée, malheureusement. Mais voilà, il est... Alors, tu disais Trevor Lawrence, qui a été... oui, il est bon, mais il a raté quelques passes clés à des moments importants où des receveurs étaient ouverts et il n'a pas réussi à les toucher. Je pense que il avait des occasions, il finit à 22 sur 43, c'est pas terrible, il est autour des 50% de passes complétées, c'est pas incroyable. Par contre Travis Etienne, 14 courses 114 yards, ça fait une moyenne de 8 yards par course, c'est beaucoup. Ouais, en fait, ce qui est marrant avec Trevor Lawrence, et d'ailleurs j'ai appris lors de ce match que Trevor Lawrence et Dexter Lawrence venaient de la même université, Clemson, tout à fait, c'est que les Jaguars ont vachement attaqué notre flat et ils se sont aussi beaucoup servi des tight ends. D'ailleurs, la première passe envoyée, elle était sur Evan Engram, et Evan Engram a eu un petit match où il s'est quand même plutôt bien débrouillé contre nous. J'avais juste peur que ce soit lui qui marque le touchdown de la victoire. Et c'est ce que alors ça aurait été abusé, mec. Oh là là. Et je pense que lui ne voulait que ça. Mais en effet. Alors tu l'as vu son petit coucou là, vraiment il fait une réception, genre allez salut les gars, tiens. Ouais, non, mais lui c'était son match. Mais il a pas fait de grosses bêtises. Mais en effet, Trevor Lawrence, en fait, j'avais l'impression que dès qu'il fallait envoyer la passe à plus de 15-20 yards,
yards, il était plus vraiment en phase avec ses receveurs et il a souvent overshooté ses receveurs qui étaient pourtant complètement libres, donc ça aurait pu être bien pire que ça. Mais j'avais oublié qu'il avait passé, en effet là je vois 22 passes sur 43, c'est énorme quand on sait que Daniel Jones lui n'a fait que 30 passes. Mais surtout ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont un jeu de course ultra efficace, 8 yards par course, et presque ils s'arrêtent de courir et ils préfèrent lancer 43 passes, c'est étrange. Alors il en lance un paquet dans le dernier drive aussi, il faut se dire ce qui est. Hein. Bon, bizarre, je sais pas. Et j'ai l'impression que les Ravens c'était pareil, ils ont pas assez appuyé là où ça faisait mal. Là où nous, par contre, quand on trouve quelque chose, et là on en a pas parlé quand on a évoqué l'attaque, mais le play calling, mec, ce que fait Mike Kafka, c'est ouf. Je trouve que tout est intelligent dans ce qu'il fait tout le temps. C'est le bon truc appelé au bon moment. Il y a encore eu la fameuse feinte de remise à Saquon Barkley là, dans le dernier drive où Daniel Jones part en course, exactement la même que contre les Bears qu'on leur a fait 20 fois de suite. Ils ont relancé le même jeu et ça a parfaitement marché, sauf que Daniel Jones lui n'est pas sorti des limites du terrain, il a mis un genou au sol, bref. Tout est bien appelé et je trouve que ce play calling de l'attaque nous sauve complètement, puisque si là tu mets Jason Garrett mec à la place de Mike Kafka, non mais quel immondisme qu'on se tape à tous les matchs, on met 3 points à chaque match et c'est terminé quoi. Au final on met pas des matchs à 40 points mais on est toujours dans les 20, 23, 27. Ça reste très correct quand même, je trouve. Ouais, non, moi je pense qu'on en revient toujours au même constat. Hein. Le coaching staff de ouf, mec, ils sont en feu, quoi. Non, ils sont en feu. Encore une fois, on nous surprend avec une victoire. Donc, bon, on va pas s'en plaindre. Je sais pas si t'as vu justement l'image de... comment il s'appelle, Brian Double qui allait qui allait saluer les fans et qui avait le cigare, enfin il est vraiment en mode à la cool, mais d'ailleurs lui pendant sa conférence de presse je l'ai trouvé très réaliste parce qu'il disait en fait il y a plein de choses, on est insatisfait pour tout un tas de raisons. On est content de cette victoire, mais il y a plein de trucs à régler. Et je pense que c'était la meilleure manière d'analyser ce match, c'est de se dire, on n'est pas passé loin de la défaite pour tout un tas de raisons. Alors il y a des trucs qu'on peut pas contrôler, comme l'arbitrage, et ça s'impose à tout le monde. Et là, ça a joué contre nous à plusieurs reprises. Mais il y a la question des drops, il y a la question de la défense qui n'était pas capable de contenir la course. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Dans cette équipe qui ne fait que progresser de semaine en semaine. Enfin bon, moi je suis vraiment sur un nuage et d'ailleurs on l'a pas dit, mais c'est la première fois depuis 2008 qu'on commence une saison à 6-1. Donc oui, c'est tout à fait. Cette équipe qui trouve toujours un moyen de gagner là où les années précédentes on trouvait toujours un moyen de perdre en fait. On provoquait ces défaites, même les matchs qu'on arrivait à avoir en main, et on arrivait à trouver des moyens de perdre à la dernière seconde, et là voilà, donc c'est l'importance du coaching staff qui est une nouvelle fois mise en avant. Juste mot rapide sur, puisqu'on parle toujours un petit peu des special teams, on a un Graham Gano qui a 3 sur 3 avec 2 field goals de 33 yards, un 34. On a eu chaud sur un de ces field goals, il me semble qu'il... le dernier s'il le met pas, ça change tout le match. Et il le met heureusement. Donc, parce que le ballon est touché. Le ballon est touché. Mais t'imagines, au lieu leur laisser que 25 secondes, on leur laisse plus d'une minute. Et si en plus on rate le field goal, alors là c'est plus du tout le même match parce qu'ils ont plus 3 points à mettre. Voilà, tout est différent là. Donc, on a quand même eu chaud, mais tous nos matchs ils sont comme ça. Je crois que toutes nos victoires sont à moins d'une possession d'écart de toute façon. Oui, mais tu vois en fait je trouve qu'on a eu moins chaud contre les Packers. Parce que les Packers ont été vraiment dans une dynamique en deuxième mi-temps de domination et tu sentais que les Giants imposaient leur jeu. Contre les Ravens et contre les Jags, là c'était beaucoup plus tendu. Où on disait, là on passe à chaque fois à pas grand chose et la dernière action en est la meilleure illustration. Le fait que ça se joue à quelques secondes de la fin, à quelques centimètres de la zone d'en-but. À peu de choses près, on aurait pu être en train de débriefer une défaite aujourd'hui. Donc voilà, donc en fait, moi ce que je dis c'est, je suis ravi qu'on en soit là, mais je me fais pas non plus trop d'illusions. À un moment, les défaites elles vont commencer à s'accumuler, mais j'aurais jamais cru que en 7ème semaine, on en soit à 6 victoires. Non mais je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec toi. On n'est pas du tout en train de se dire on est invincible et personne va pouvoir nous taper, on va éclater tout le monde. Hashtag on va les éclater, on n'en est pas là du tout, on est plutôt dans un mode heureusement qu'on a un coaching staff qui arrive à nous faire survivre et à faire ce qu'il faut, mais
ça peut pas toujours nous sourire, il y a des moments où on va perdre des matchs et c'est évident, et voilà, on va commencer par un match contre les Seahawks où on est encore annoncé comme underdog, mais ça c'est le cas de tous les matchs depuis le début de saison. Et d'ailleurs les joueurs s'en foutent maintenant. Les joueurs s'en foutent et c'est très bien, limite t'es content quand t'es underdog. Mais McKinney a dit moi très franchement cette question elle me saoule, j'ai plus Qu'est-ce que ça change, voilà, j'ai plus envie de l'entendre. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on fait dans cette équipe et tout. Mais d'ailleurs quand tu dis on n'est pas en mode à fanfaronner à dire on va tous les éclater, non en effet niveau du collectif non. Par contre moi je suis un peu en mode j'ai envie de rappeler à tout le monde tout le mal qu'il pensait de Daniel Jones, alors que ça fait des années, j'ai envie de dire, qu'on explique que Daniel Jones n'est pas si mauvais que ça, que c'est surtout parce qu'il a un coaching staff et un supporting cast qui n'est pas à la hauteur. Oui. Et là, on voit toute la réalisation de son talent et ça fait plaisir à voir. Non, mais pour revenir sur ce que tu dis, je suis 100% d'accord. Effectivement, il est encore du chemin à faire et voilà, faut qu'il continue pour montrer qu'il est. Mais je le trouve. Comment on dit, j'allais dire consistant, constant, régulier. Il prend les bonnes décisions, il est régulier, est calme, il est posé, il est clutch dans les moments où il faut. Il y a du Eli Manning un peu dans sa manière. C'est quoi, c'est 5 victoires en 4e quart-temps qu'il a fait cette saison. Donc tout ça, c'est tout cumulé, ça montre une certaine maturité du gars. Il a le nombre de changements de jeu sur la ligne qu'il a effectué, d'audible, pardon, je trouvais plus le mot, qu'il a fait pour s'ajuster, etc. Il lit les défenses, beaucoup de motion. D'ailleurs, beaucoup de motion qu'il appelle juste pour voir quelle est la défense. Il envoie à Barclay sur le côté, il voit s'il est suivi, puis il lui demande de revenir. Ça lui permet juste de voir comment la défense réagit. Le nombre de fois où tu le vois changer d'action à la dernière seconde et tu te dis il n'aura jamais le temps de lancer le jeu. Voilà, tout ça montre que il a pris en maturité, en confiance, et on le sent bien, quoi. Donc oui, clairement, je pense qu'il est sur la bonne route. Et j'ai posé la question, effectivement, il est bien trop tôt pour poser cette question-là, mais j'ai demandé est-ce que, à l'heure actuelle, si la saison finissait maintenant, est-ce que vous le garderiez ou est-ce que vous essaieriez de trouver un autre QB? Pour l'instant, l'ensemble des gens sont d'accord pour dire qu'il faut le garder. Donc voilà, c'est la preuve qui montre ce qu'il vaut vraiment. Et oui, il n'était pas entouré, et c'est pas faute de l'avoir dit un paquet de fois, hein, mais c'était triste pour lui, on était triste pour lui, on se disait c'est dommage, on va peut-être laisser partir un mec alors qu'il y a du potentiel et juste parce qu'il est mal entouré, on n'est pas capable de le faire jouer correctement. Il commence à être mieux entouré au niveau line et running back, mais le reste est tight end avec Bellinger. Et d'ailleurs, en parlant O-line, on n'a pas parlé d'Andrew Thomas qui sur toute la rencontre ne concède qu'une seule pression. Enfin, tu sais qu'il a encore la meilleure note PFF de tous ouais, les j'ai vu ça. Non, mais NFL, il est sur une. C'est incroyable. Alors, s'il est pas All-Pro, ce mec à la fin de la saison, c'est du vol. Non, c'est pas possible. Tu peux pas. Je vois pas qui tu mets. Ouais. Bref, en tout cas, les Seahawks, donc on est encore underdogs, qui sont à 4 victoires, 3 défaites, qui ont battu les Chargers très largement, 37-23 cette semaine. Geno Smith, qui est... voilà. En fait, cette équipe, avec le départ de Russell Wilson, on n'en attendait pas grand-chose. Les fans étaient un peu dépités, puis finalement, ils ont une saison plutôt très correcte. Et un Geno Smith qui fait des passes assez incroyables, et une équipe qui a l'air en forme. Ça va être compliqué. Hein. Ouais. Franchement, ça sent le match... voilà. Pour moi, les Jaguars, c'était le match piège. Là, ça sent le match où je trouve assez normal qu'on nous mette underdogs. Oui. Compte tenu du jeu produit, donc voilà, la victoire est pas impossible, je pense pas qu'on se fasse écraser, j'espère pas en tout cas, mais ça va être chaud. C'est un match chez eux, ils ont l'air quand même d'être dans une bonne dynamique. Geno Smith aussi a peut-être aussi un peu envie de se venger des Giants parce que il a sa petite histoire avec les Giants où il avait été titularisé à la place d'Eli Manning et puis très très vite remis sur le banc. Il était un peu dégoûté. Alors c'est pas la même relation qu'Evan Engram, hein, bien entendu, mais ouais, je t'avoue que c'est lui qui a mis fin à la série de matchs d'Eli Manning titulaire, mais c'est pas sa faute à lui, hein. Il a fait non, c'était une décision du staff, mais enfin bon, en tout cas il a l'air de quand même pas trop mal jouer, hein, parce que 11 TD pour 3 interceptions et 73 passes complétées, c'est pas dégueulasse, hein. Non, c'est très bien, il est vraiment en forme, donc il va falloir faire vraiment attention, mais on va arriver avec un plan contre lui, hein, évidemment. Donc, je pense qu'on a le coaching staff pour, je m'en fais pas trop. Moi non plus, donc ce match qui sera à suivre dimanche prochain à encore 19h ou pas normalement non, c'est à 4h25 de l'après-midi aux US. Ah, c'est 10h25. On n'est pas censé changer d'horaire le week-end prochain. Ah, ce sera peut-être 9h25 alors. Ouais. Donc faites bien attention, renseignez-vous. Ah, t'as raison. Donc, je suis en train de checker parce que c'est assez bien fait sur les sites internet américains. Et bien, ils ont les heures pour nous. 9h25. Ah bah ça c'est cool. Ça c'est très cool. On va pouvoir le regarder. Et alors du coup, je crois qu'après c'est notre bye week.
Très honnêtement, là, si au début de saison, je te disais, à la bye week, on sera à 6 victoires, 2 défaites, est-ce que tu aurais cru une seule seconde? Jamais de la vie. Non, mais c'est clair. Parce que. On n'en est pas là, ça se trouve, on sera à 7-1, j'en sais rien. Mais au pire pour- du pire, on sera à 6-2, c'est déjà complètement improbable. Et pour moi déjà, en début de saison, j'étais certain que Cowboys, Packers, Ravens c'était perdu. C'était des Oui, défaites oui, oui. certaines. Bah, ça a pas, Paillasson. ça a été le cas pour les Cowboys. Et puis après, les autres équipes, je me disais, bon, c'est pas du gagné, mais c'est jouable. Mais on était censé commencer en effet pour moi la saison avec avoir 3 défaites avant la bye week. Ça n'a pas été le cas. Minimum. Ça aurait pu être bien pire si on restait dans le niveau des années précédentes, mais bon. Mm. Écoute, au pire, on est à 6-2, c'est très bien, et ça commence à parler de nous en playoff, ça m'inquiète un peu, j'ai pas envie d'aller jusque-là, moi ça me... Je veux dire, je serais pas étonné qu'à un moment on enchaîne 4 défaites d'affilée, tu vois, ça serait pas improbable. Ouais, non mais. Bon, écoute, on verra. On verra comment ça va se passer. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou est-ce qu'on conclut? Écoute, non, si ce n'est encore une fois remercier nos auditeurs pour leur fidélité. N'oubliez pas de nous mettre un petit like sur YouTube, Spotify, iTunes et compagnie, selon la plateforme que vous choisissez. Et puis bah ouais, continuez d'interagir avec nous sur Twitter. Voilà. Merci à tous, à la semaine prochaine pour le débrief de Giants Seahawks. A plus tout le monde, salut. Salut.